Bonjour et bienvenue dans cette édition du 13h. Voici les principaux titres qui vont rythmer l'actualité de ce jour. Bonne nouvelle pour les usagers de l'autoroute du Nord. À partir du 10 février, lundi prochain, certains tarifs de péage entre Abidjan et Yamoussoukro vont baisser. Une mesure annoncée par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier dans le but d'atténuer la cherté de la vie. Tous les détails dans un instant avec Mahama Traoré. Le portefeuille de l'État affiche des performances remarquables en 2024. 7 792 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires cumulé et une hausse du résultat net. Un bilan encourageant dressé par le ministre Moussa Sanogo avec des perspectives prometteuses pour 2025. Et puis le divorce entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel se précise. Les fonctionnaires maliens, burkinabés et nigériens en poste au sein de l'organisation régionale ont reçu leur lettre de fin de contrat. Leur départ sera effectif le 30 septembre prochain. Quels impacts pour ces pays? On en parlera dans ce journal dans quelques 30 minutes seulement. Voilà donc pour les grandes lignes. Le développement commence tout de suite. Je le disais au sommaire, c'est une bonne nouvelle pour les automobilistes empruntant l'autoroute du Nord. À partir de lundi prochain, 10 février, certains tarifs de péage seront revus à la baisse. Cette décision du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier vise à alléger le coût du transport pour de nombreux usagers. Les nouveaux tarifs concernent principalement les véhicules légers dits de classe 1 dont le coût passe de 1 250 à 1 000 francs CFA et les véhicules de type poids lourd, autocar et à 2 essieux, dits de classe 3, qui passent de 3 750 francs à 3 500 francs CFA. Cap à présent sur le domaine de la défense. Les autorités militaires ivoiriennes viennent de faire le point sur les avancées de l'année écoulée et de tracer les grandes lignes pour 2025. Parmi les priorités, le renforcement des équipements et la modernisation des moyens de surveillance du territoire. Une programmation militaire ambitieuse pour les 5 prochaines années a été également annoncée. Les détails tout de suite avec Walter Amadou Ouattara. Cette rencontre avec les acteurs du cabinet ministériel, l'administration centrale, les grands commandements et le personnel permet aux responsables des structures sous tutelle du ministère d'État, ministère de la Défense, de faire le point des avancées enregistrées en 2024 pour le compte des armées et de la gendarmerie nationale. L'honneur est revenu au général de brigade Sako Issa de porter la parole de la Grande Muette. Monsieur le ministre d'État, sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, vous avez permis aux forces armées de Côte d'Ivoire de retrouver leur unité et leur dignité. Votre leadership inspirant et votre dévouement à la cause de notre nation sont pour nous une réelle source de motivation qui consolide notre engagement pour une Côte d'Ivoire de paix et de sécurité. Félicitant l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire pour le travail abattu, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, est revenu sur les grandes orientations fixées par le président de la République, Alassane Ouattara. Entre autres, l'amélioration des conditions de vie et de travail, le renforcement des capacités opérationnelles de nos hommes, la protection des populations et la sécurisation de leurs biens, la défense du territoire national et la lutte contre les menaces actuelles qui sont le terrorisme, la grande criminalité, l'otage illégal et la piraterie maritime. Le ministre d'État annonce également des projets. L'acquisition d'aéronefs et de systèmes de surveillance nous permettront très bientôt de contrôler notre espace aérien et faire face à tout franchissement de nos frontières terrestres. Ainsi, mon cabinet afin de prendre toutes les dispositions pour la mise en place d'une commission devant proposer dans le plus bref délai un projet de loi de programmation militaire 2025-2030. 2025 enregistrera des élections. Année aussi exigeante au plan sécuritaire que 2024, les forces armées se sont engagées à jouer pleinement leur partition.
L'économie ivoirienne affiche des résultats encourageants avec un chiffre d'affaires cumulé de 7 792 milliards de francs CFA. Le portefeuille de l'État enregistre donc une performance remarquable pour l'année 2024. Et quelles sont les perspectives pour 2025? Élément de réponse dans ce sujet que nous propose Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. Une hausse de 38% du chiffre d'affaires cumulé des entreprises du portefeuille de l'État atteignant 7 792 milliards de francs CFA. Des résultats nets cumulés qui ont connu une augmentation de 6%, se chiffrant désormais à 851 milliards de francs CFA. Un plan d'action stratégique 2024 aux indicateurs qui roulent au super. La Direction générale du portefeuille de l'État, DGPE, dresse ainsi son bilan au titre de l'année 2024. Une méthode qui rime bien avec la quête permanente de l'excellence. Au cours de l'année 2024, sous votre conduite éclairée, le portefeuille de l'État a poursuivi globalement sa marche vers l'accomplissement de cette vision. Ainsi, la reconnaissance du travail accompli au sein de la Direction générale du portefeuille de l'État devrait être pour chacun de nous un motif d'encouragement. Présent à ce séminaire, le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Moussa Sanogo, tout en saluant le travail abattu, soumet des perspectives en cette année 2025. Nonobstant ces avancées notables, il importera de poursuivre le déploiement de nos efforts afin de rendre les perspectives 2025 meilleures. Cela passe par une amélioration continue de la gouvernance et de la performance des entreprises du portefeuille de l'État. En particulier pour 2025, une attention spéciale devrait être accordée à la poursuite de la révision des modèles économiques des entreprises publiques, au renforcement du suivi des recommandations des audits, à l'élaboration de la stratégie de gestion du portefeuille de l'État pour la période 2026-2030. Ce séminaire, qui s'est tenu à Yamoussoukro, avait pour thème bilan 2024 et perspectives 2025 de la Direction générale du portefeuille de l'État. Il a duré 2 jours. Toujours dans le domaine économique, une coopération renforcée entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Un forum d'investissement agro-industriel s'est ouvert à Abidjan, réunissant experts et entrepreneurs des deux pays. L'objectif, c'est booster la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne et attirer davantage d'investissements. Reportage Léon Broukwame. Seulement 16% de terres arables sur les 446 km², mais le Maroc, pays souverain et exportateur de denrées alimentaires, un succès agroalimentaire, l'évier de l'investissement du royaume chérifin en Côte d'Ivoire. Domaine cible, la chaîne de valeur de l'agro-industrie. Depuis la production, la chaîne de froid, la logistique, le packaging, donc tous les secteurs ils sont concernés. Le Maroc exporte beaucoup en Europe, aux États-Unis, parce qu'ils ont quand même mis en place une stratégie qui leur permet d'être compétitifs. Et c'est ce savoir-faire-là que nous voulons transférer ici. Viser croissance des capacités nationales de production et de transformation agricole, hausse du volume des échanges ivoiro-marocains de 80 milliards de francs CFA en 2022. Regard croisé entre le forum, le président Alassane Ouattara et le roi Mohamed VI, selon l'ambassadeur du Maroc et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Nous avons mis au niveau de la Côte d'Ivoire un cadre incitatif pour faciliter les investissements dans l'agro-industrie. Ce secteur, qui représente 22% de notre PIB, est un véritable moteur de croissance, un pourvoyeur d'emplois pour des millions de nos concitoyens et fait vivre les 2/3 de la population. La hausse des productions vivrières ivoiriennes saluée à ce premier forum d'investissement Côte d'Ivoire-Maroc. Au menu, rencontres B2B, expositions, échanges et réflexions sur les fondements du succès agro-industriel marocain.
Encourager un leadership fort et engagé pour le développement du continent, c'est l'ambition de la 6e édition du New Africa's Builders qui se tiendra très prochainement ici à Abidjan. Un événement où figures politiques et économiques partageront leurs expériences sur la transformation de l'Afrique. Tous les détails avec Jean-Marc Djadji et Nikeziao. Partager des expériences avec en ligne de mire, transformer l'économie africaine. C'est l'enjeu de cette 6e édition de New Africa's Builders, une plateforme pour les décideurs chrétiens. Pour l'ouverture, les initiateurs rappellent leurs objectifs. Nous allons pouvoir plonger spirituellement dans la parole de Dieu pour voir qu'est-ce qu'il nous dit et comment nous pouvons nous appuyer là-dessus pour grandir. Nous aurons aussi des ateliers où nous allons avoir des personnes qui vont venir nous partager leur expérience, qui ont réussi à rebondir dans la vie, qui vont nous dire comment ils ont, à partir de cet état de désolation, comment ils ont planifié leur rebondissement, quelles sont les ressources qu'ils ont pu avoir et comment ils ont pu s'en sortir. Vous savez, on ne peut pas changer le monde tout seul. Et on a toujours besoin d'apprendre de l'expérience des autres pour mieux se préparer. La conférence internationale se tiendra à Abidjan du 8 au 9 février prochain. Plusieurs coalitions issues de 15 pays d'Europe, d'Amérique et d'Afrique sont attendues. Quand on n'est pas assez fort, on s'unit. Et je dis merci au Seigneur. Nous avons rencontré les dirigeants africains et nous avons commencé à comprendre que l'Afrique peut s'en sortir. Notre continent n'est pas un continent athée. Le thème de cette édition, à tes résolutions répondra le succès, est une invitation à apporter des réflexions sur les innovations pour repenser l'économie africaine. De l'économie à l'environnement, environnement et développement durable. Dans la région de San Pedro, 150 producteurs de café et cacao bénéficiaires du PRÉ, le programme de paiement des réductions d'émissions, se signalent pour percevoir leur dû. Une reconnaissance pour leur engagement dans la préservation des forêts. Le point avec notre correspondant sur place, Sam Kono. On vous cherche, on ne vous trouve pas. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas de numéro. Vous n'avez pas d'identifiant. De sorte que l'argent qui est venu stocker là-bas, on n'arrive pas à vous donner. Allez vous faire identifier. Cet appel du ministre Jaka Saoré, lancé récemment à Gabiadji, a eu un écho favorable auprès des concernés. Les 150 producteurs de café-cacao bénéficiaires du projet PRÉ dans la sous-préfecture de Doba se sont rendus à la place publique de Dagagui où l'opération d'identification a lieu. Il s'agit donc de rattraper les listes, de les rendre parfaites afin que tout le monde ait son paiement. Toute personne qui a travaillé et qui a protégé un arbre est concernée par cela. Les autorités locales encadrent le processus. Nous sommes là pour mobiliser nos populations, pour adhérer à ce projet. Après Doba, nous allons couvrir tous les villages qui sont concernés par le projet PRÉ. Je puis rassurer qu'avec les sensibilisations, la population est vraiment pleinement engagée dans ce projet. Les responsables du programme de paiement des réductions d'émissions de gaz à effet de serre autour du parc national de Taï demandent aux autres bénéficiaires non encore identifiés dans les 5 régions concernées par ce projet de le faire pour recevoir l'argent directement sur leur téléphone portable. L'intelligence artificielle révolutionne de nombreux secteurs, y compris le droit. À Boaké, dans le Béquet, un colloque international a réuni chercheurs et experts pour explorer les enjeux et défis de cette technologie. Quels impacts sur la société et comment encadrer son usage? Éléments de réponse dans ce reportage signé Boubacar Silla et Corona Soro. L'intelligence artificielle et le droit. Défis et opportunités, c'est le thème d'un colloque international à l'université Alassane Ouattara. Cette rencontre scientifique se veut un cadre de réflexion, d'échange et de partage d'expériences sur l'interaction entre l'intelligence artificielle et le droit. Une activité à l'initiative du laboratoire d'études sur le droit et le développement Côte d'Ivoire. Il s'agit spécifiquement pour les organisateurs de mettre en lumière le potentiel de l'intelligence artificielle tout en abordant les défis et enjeux. Je souhaitais mettre en place ce colloque-là pour que nous soyons suffisamment audacieux, qu'on n'adopte pas les positions attentistes, mais qu'on fasse aussi comme les autres, réfléchir en interne
sur ce problème qui est important et penser, n'est-ce pas, la définition de l'intelligence artificielle, la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Selon les partenaires, la tenue de ce colloque est une opportunité. L'IA est quelque chose de nouveau. Il faudrait qu'on puisse informer toute la population de ce qu'est l'IA d'une part et d'autre part, aider vraiment à apprécier l'impact que pourrait avoir l'IA concernant le droit. Tout ce qui touche à l'intelligence artificielle concerne bien entendu l'AAK, puisque l'intelligence artificielle a des implications nombreuses et fortes dans le domaine de la communication audiovisuelle. Le président de l'université Alassane Ouattara, patron de la cérémonie, a mis en avant les efforts de promotion de l'intelligence artificielle. L'initiative du LDD démontre une conscience aiguë des bouleversements technologiques et juridiques qui marquent notre époque, mais aussi la nécessité impérieuse d'une réflexion approfondie sur les implications éthiques et normatives de ces transformations. Véritable plateforme de collaboration entre la cinquantaine de spécialistes en intelligence artificielle et des experts du droit venus de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Cameroun et de la France. Pendant 2 jours, cet événement a permis aux participants d'échanger sur des thématiques essentielles telles que l'IA et les métiers du droit et de l'approbation étatique de l'intelligence artificielle. Peindre 150 portraits en 120 heures, c'est le défi fou que s'est lancé l'artiste ivoirienne Mylène Amon. Avec le soutien de la Côte d'Ivoire entière, elle espère ainsi inscrire son nom dans le livre des records, à l'image de Zeynab Bansé qui a récemment marqué l'histoire avec son marathon culinaire. Immersion dans cette performance hors norme. Elle ferme les yeux un instant, écouteurs sur les oreilles. La musique l'apaise. Dans sa chambre d'hôtel, Mylène Amon se prépare mentalement. Dans quelques heures, elle entamera le plus grand défi de sa carrière, réaliser 150 portraits d'illusions d'optique en papier découpé en 120 heures. Un grand défi pour lequel il faut se préparer aussi bien spirituellement que physiquement. Ma passion m'a poussée à devenir paper artist, donc artiste papier, c'est tout nouveau. On a pour habitude de connaître les artistes peintres, les artistes, les sculpteurs. Mon inscription de record Guinness a été faite en janvier 2023. Et c'est un rêve que j'ai depuis très longtemps. Donc j'ai commencé à me préparer depuis que j'ai eu ce rêve. Je me suis dit, il faut me surpasser. Après s'être assuré d'avoir tout emporté, c'est le départ. À la place BAE de Yopougon, où va se tenir ce marathon, comme un seul homme, la population est sortie pour accompagner Mylène à réussir ce défi. Partout mes frères ivoiriens sont, je suis là. Je supporte la Côte d'Ivoire. S'il y a quelque chose où c'est le nom de mon pays qui est devant, je suis là. Drapée du drapeau ivoirien, elle fait son entrée dans son box de création, une pièce aménagée spécialement pour cette performance. Les pinceaux sont prêts, les toiles aussi. Des témoins choisis par un huissier de justice sous l'instruction du World Guinness Records sont aussi présents pour superviser le défi. Le premier portrait prend vie sous ses mains. Sur cette toile, le portrait du président de la République, Alassane Ouattara. Je tiens à mettre en valeur nos ressources humaines ici en Côte d'Ivoire. Donc, on va déjà rendre hommage au président de la République, à tous les présidents de la Côte d'Ivoire. Il y aura aussi des portraits hommages des personnes qui ont vraiment impacté positivement dans chaque domaine d'activité ici même en Côte d'Ivoire. Au-delà du record Guinness qu'elle vise, l'artiste ivoirienne veut donner un sens humanitaire à cet exploit. Les tableaux réalisés seront vendus aux enchères. Les fonds serviront à soutenir la cause des enfants atteints du cancer. Pendant 5 jours et 5 nuits, Mylène Amon devra maintenir un rythme effréné. Chaque portrait doit être unique, réalisé en un temps limité, et ce sera avec le soutien du public et d'autres artistes peintres venus pour l'occasion. C'est un éveil de conscience. Il faudrait vraiment qu'on essaie de saisir des opportunités à l'échelle mondiale, je dirais même pas en Afrique, mais à l'échelle mondiale. Qui participe à un record Guinness peut aller partout dans le monde pour vendre ses tableaux, par exemple, comme moi. Moi, je compte vendre mes tableaux à l'extérieur. Lorsque j'ai appris qu'elle voulait faire ce marathon de 150 portraits en 5 jours, je me suis dit, il faut que je puisse participer. En lui montrant mon soutien, en lui faisant un dessin d'elle. Tout au long de cette performance, Mylène Amon pourra compter sur le soutien sans faille des Ivoiriens, personnalités politiques, artistiques, figures influentes et anonymes se succèdent pour l'encourager.
En seulement 24 heures, ce sont déjà plus de 29 tableaux qui ont été réalisés. Guinness World Record, Mylène Hamon dans la course. Un reportage signé donc Amakadi Diallo et Carmel Dia. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, la jeunesse de Meyagui veut porter un message fort, celui de la paix et de l'unité nationale. Un événement festif a été organisé récemment pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir un climat apaisé. Retour sur cette journée avec Jean-Marc Djedji. La jeunesse de Meyagui prône la paix et la cohésion sociale en ce début d'année 2025. Pour le délégué départemental du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, CNJCI, réunir ces jeunes autour des idéaux de solidarité est une opportunité. L'objectif, c'est de rassembler les enfants de Meyagui, voilà, dans la cohésion et la paix. Nous sommes dans une année électorale. Pour cela, nous demandons à toutes ces populations de préserver cette cohésion qui existe déjà entre nous. Ceux qui sont venus ici, là, il n'y a pas de parti politique dedans. Quand ils sont rentrés, chacun appartient à son bord politique. Mais quand ils sont venus ici, là, ils ne sont pas venus avec les drapeaux de leurs leaders. Donc ça fait beaucoup l'humour ensemble. L'humour, c'est apaisant. Et ils ont ri, ils ont touché l'autre, ils ont touché sans savoir qui appartient à qui. Le représentant du préfet de département de Meyagui et le maire de la commune ont invité la jeunesse à adopter les valeurs de civisme, gage de développement. Bonjour 2025 à Meyagui. Ça, c'est une première et je tiens à lui dire merci parce que cette cérémonie participe à la cohésion sociale. Et comme nous sommes en année électorale, nous avons besoin de ce genre de cérémonie pour rassembler la jeunesse. La mobilisation de la jeunesse de Meyagui autour de la paix a impliqué tous les élus locaux et couches sociales de la région de la Nawa. L'actualité internationale nous mène à la CEDEAO, où les fonctionnaires originaires du Mali, et du Niger et du Burkina Faso viennent de recevoir leur lettre de fin de contrat, une conséquence directe du retrait de ces trois pays de l'organisation sous-régionale. Explication, Mahama Traoré. C'est l'une des premières conséquences de la séparation entre la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et les pays membres de l'AES, Alliance des États du Sahel. Jusqu'au 30 septembre prochain, l'effectif de la commission de la CEDEAO ne comptera plus de fonctionnaires maliens, nigériens et burkinabés. Au nombre de 135, soit environ 15% du personnel, ces travailleurs ont déjà reçu leur lettre de fin de contrat. Tous bénéficieront de l'équivalent de 3 mois d'indemnité de salaire, auxquels s'ajouteront 1 mois par année d'ancienneté avec un plafond de 12 mois. Des mesures prévues par les textes réglementaires de la CEDEAO. Une question toutefois, ces fonctionnaires issus du Mali, du Niger et du Burkina Faso peuvent-ils bénéficier du statut d'expatriés pour continuer à exercer à la commission de la CEDEAO? En réponse, une source proche de l'institution précise que cela ne sera possible que sur des projets financés par des partenaires extérieurs et non par l'organisation sous-régionale elle-même. Pour rappel, depuis le 29 janvier dernier, la CEDEAO a officiellement acté le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de l'institution qui célèbre cette année son cinquantenaire. Les deux parties sont désormais en négociation afin de définir les modalités de cette séparation. Place maintenant au journal des sports. Et le JT des Sports, c'est avec Samuel Metch qui nous a rejoint en plateau pour nous en parler. Bonjour Samuel. Bonjour Hamza. Alors, le Maroc du sport continue d'attirer les regards. Tous les regards sont tournés vers le Maroc avant même la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais cette fois, on parle de ce sport de haute précision, c'est le golf. Ben ouais, ce sport de haute précision, nous embarquons donc pour le monde de la précision, plus précisément le golf. Effectivement, Hamza Diaby, le royaume chérifien continue d'attirer donc le monde sportif avec la 48e édition du trophée Hassan II du tournoi international de golf qui va réunir un plateau exceptionnel de légendes telles que l'Écossais Colin Montgomery, vainqueur donc du trophée en 97, et le Sud-Africain Ernie Els, vainqueur en 2008. C'est un rendez-vous incontournable désormais dans le monde du golf depuis 2010. Et puis Jean-Sylvain Ressot et Hervé Mbois nous en disent plus. C'est parti pour la 49e édition du trophée Hassan II et la 28e édition de la Coupe Lana Meriem de golf.
Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI et la présidence effective de Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, les deux compétitions sont marquées par la participation de plusieurs légendes du golf mondial. Colin Montgomery, 8 fois champion d'Europe, Miguel Ángel Jiménez, 21 victoires sur le circuit européen, Ernie Els, 6 victoires sur le PGA, Ricardo González, 4 victoires sur l'European Tour. Tous des anciens vainqueurs du trophée Hassan II qui se retrouvent sur le green du magnifique parcours du Royal Golf Dar es Salaam de Rabat. Un plateau exceptionnel réunissant 66 champions issus de 12 nations, parmi lesquels figurent 11 vainqueurs du tournoi majeur, ayant à leur actif 16 victoires en Grand Chelem. Nous avons la chance d'avoir parmi nous les plus grands joueurs de l'histoire du golf mondial, des tenants du US Open, des tenants des Masters, des tenants du championnat du monde. Et nous sommes heureux de voir que chaque année, de plus en plus de joueurs réputés viennent nous rejoindre. La Coupe Lana Meriem, étape du Ladies European Tour, est marquée cette année par la participation de 108 des meilleures joueuses du circuit européen, à commencer par la numéro 1 du ranking, la Suissesse Chiara Tamburini, ainsi que la tenante du titre, l'Anglaise Brontlow. Un plateau de rêve pour la fédération marocaine qui, pour l'occasion, a invité une centaine de journalistes spécialistes du golf de plusieurs pays. Et on rentre à Abidjan, Samuel Mech. À Abidjan, on part directement à Treichville, où on assiste actuellement à un véritable ballet diplomatique à la FIFA, à la Maison de Verre. Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, c'est un ballet diplomatique, Hamza Diaby, qui augure d'un bel avenir pour le football ivoirien, avec des collaborations entre les fédérations donc des différents pays qui souhaitent désormais développer aux côtés de la Côte d'Ivoire le football donc ivoirien. Et c'est une relation qui tend à bien s'enraciner désormais donc entre la Fédération ivoirienne de football qui représente la Côte d'Ivoire et donc des pays comme l'Espagne et d'autres pays. On va voir tout cela avec Jean-Sylvain Ressot. Les échanges entre le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, et l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, Rafael Soriano Ortiz, ont porté essentiellement sur une possible collaboration pour le développement du football local ivoirien en s'inspirant du modèle espagnol. Le sport est bon de tout point de vue. C'est bon pour la culture, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'esprit de cohésion nationale, l'amitié internationale. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui nous unit comme pays. On a échangé sur d'abord les relations entre les deux pays, ensuite sur la relation spécifique du football entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire. Après l'ambassadeur d'Espagne, le président de la FIF a reçu en audience l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan, Mahmoud Akhtar Mahmoud, dans le cadre d'un accord de partenariat pour la fourniture d'équipements sportifs. Essayer d'établir une collaboration entre leurs entreprises qui produisent des équipements, des ballons de football entre la Côte d'Ivoire et le Pakistan. Donc il espère qu'à travers cela, des enfants ivoiriens, des jeunes ivoiriens pourront jouer au football avec des équipements pakistanais. Ces deux visites augurent des lendemains meilleurs pour le football local ivoirien. Et puis l'actualité de nos deux équipes phares, nos deux équipes de grandes équipes rivales, hein, la SEC Mimosa qui a été tenue en échec à Korogo, c'est en Ligue 1, ouais. Pendant que l'Africa Sport d'Abidjan, elle poule A, elle est en tête, hein, en tête de la poule A, voilà, de sa poule A. Ouais, allez-y, dites-nous tout cela. Avant donc de vous livrer le programme de la 17e journée, Hamza Diaby, vous avez bien fait de le dire, hein, donc au niveau de la Ligue 1, ça chauffe et c'est la SEC qui a été tenue en échec donc à Korogo par le CO Korogo sur le score de 1 but partout. Et puis de l'autre côté, le grand rival, donc l'Africa Sport, a pu naturellement se défaire donc de Donkoff 2-1. En ce moment, l'Africa est en tête de sa poule au niveau donc de la Ligue 2 et puis la SEC est 4e au niveau de la Ligue 1. Mais les supporters de ces deux clubs continuent de se chambrer. Il faut le dire, la reprise donc du championnat national de football Ligue 1 et Ligue 2 a été pleinement vécue le week-end dernier. Et d'ailleurs, pour cette reprise de championnat, il faut noter aussi la défaite du leader de la phase allée, la FAD, qui est tombé face au Racing 1-0. C'était au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe.
En ce moment, la FAD est deuxième. La place de leader revient donc au stade d'Abidjan qui a battu San Pedro 1-0. Pour ce qui concerne donc la 15e journée, les membres associés seront encore mobilisés cet après-midi, ce vendredi, pour l'affiche Africa WAC. On verra si la bonne santé donc, de l'Africa pourra encore vérifier sur le terrain au stade Robert Champoux de Corée, donc pour ce qui concerne la Ligue 2. Et puis nous aurons l'Espérance de Boaké face à Isia Ouahazi. Ce sera donc à Boaké. La Ligue 1, 17e journée pour ce week-end, le samedi 8 février. Nous aurons à 15h30 Sol FC Lys au Parc des Sports de Treichville. Et puis à 18h, le RCA, toujours dernier, donc sera face au Stella Club 3e. En ce moment, au niveau du classement, ce sera au stade Robert Champoux de Marcory. C'est un match qu'on pourra voir également en direct de la 3. Le dimanche 9 février, Iska sera face au stade d'Abidjan, actuel leader. Donc un match à suivre à 15h30 en direct de la 3. Et puis le choc entre la SEC et la FAD à 15h30 au complexe de Benjerville. Merci Samuel. Merci beaucoup. Vendredi prochain, on est ensemble. Vous serez reçu par Abdoulaye Koné. Moi, je reviens le vendredi d'après. Merci. Voilà qui met donc un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité. D'ici là, passez une excellente journée.